Et j'ai reçu d'autres questions, mais qui concernent un peu plus la prise en charge anesthésie réanimatoire de l'hémorragie. Et ça tombe bien, puisque c'est le sujet de la présentation suivante du docteur Rossignol. Merci, professeur Benaki, pour cette présentation. Merci, très bel enchaînement. Merci beaucoup. Donc, en termes de traitement procoagulant, finalement, il ne reste que l'acide tranexamique en termes de médicaments, hein, évidemment, puisque les autres molécules sont plus disponibles en sens. Alors, il y a quelques données de la littérature assez récente. Hein. Cette étude française qui avait montré qu'avec des très fortes doses, 10 grammes d'acide tranexamique, on réduisait la transfusion sanguine et l'évolution vers les formes graves. Étude donc très intéressante qui pose deux problèmes. D'abord, elle n'est pas en aveugle. Et deuxièmement, elle donne un résultat sur la transfusion avec pas de protocole transfusionnel. Donc il y a évidemment un petit peu pas de suspicion, mais voilà, le résultat est un petit peu affaibli. La deuxième chose, c'est qu'à la même époque, dans la même région, les néphrologues sont émus d'une explosion du nombre d'insuffisances rénales aiguës grave chez des patientes qui avaient été réanimées comme ça. Et comme la protéine avait été retirée sur la surmortalité par insuffisance rénale aiguë, évidemment, ça a créé beaucoup de craintes et ça a aussi fait modérer un petit peu le discours. L'étude récente Women, qui est sortie dans le Lancet en 2017, janvier, apporte un certain nombre de réponses. Il y a alors c'est 20 000 malades randomisés en deux groupes en aveugle contre placebo, donc c'est quand même du solide. Et là, il y a deux résultats importants. D'abord, une réduction de mortalité, c'est quand même important de le dire. Et deuxième résultat très important, il ne semble pas y avoir beaucoup d'insuffisance rénale et plus de défaillance. Alors, l'application de ce résultat en France ou en Angleterre est compliquée parce que c'est des prises en charge très particulières. À titre d'exemple, le premier critère de jugement, c'était l'hystérectomie. Il a été changé parce que dames étaient hystérectomisées avant d'être randomisées. Alors, c'est des prises en charge extrêmement différentes. Et leur deuxième point, c'est qu'ils ont une mortalité à 2%. 2% de mortalité de l'HPP, c'est considérable. Nous, on est à 0,0125, donc 20 fois moins. Donc, évidemment, c'est des conditions de travail très différentes, difficulté d'accès au sang. Est-ce que ce résultat sur la mortalité est applicable en France où la mortalité est somme toute relativement faible? C'est compliqué à dire. Résultat important, finalement, il ne retrouve pas non plus d'insuffisance rénale. Donc, quand même, ça, par contre, c'est intéressant. L'alerte sur l'acide tranexamique se lève un peu sur l'insuffisance rénale. Fibrinogène, on en a parlé tout à l'heure, un cut-off à 2 grammes. Moins de 2 grammes, c'est peu, parce que les femmes enceintes sont plutôt à 5-6 grammes. Donc quand vous saignez et que vous avez 1,5 g de fibrinogène, en fait, vous avez déjà utilisé pas mal de vos moyens d'hémostase. Et sur la transfusion sanguine, les recommandations, c'est de maintenir la patiente au-dessus de 8 grammes sans que ça saigne et d'apporter des PFC dans les cas graves avec un ratio optimal qui est entre 0,5 et 1. Voilà. Alors en pratique, c'est assez simple. Hein. La première transfusion, c'est plutôt 3 kilos. Puis ça va régler 95% des cas. Hein. La plupart des patients vont guérir avec ça et devenir un peu de naladeur. Puis ça continue. Et vous allez rentrer dans des modes transfusionnels de ratio 1/1, 3 kg, 3 PFC. Puis plus vous allez transfuser, forcément, vous allez automatiquement aboutir à un rapport qui va tendre vers 1. Donc plus c'est grave, plus vous aurez le bon ratio. Évidemment, si c'est grave d'emblée, vous suspectez une embolie amniotique, c'est d'emblée la catastrophe, vous faites sauter les 3 premiers kilos, vous démarrez d'emblée avec un ratio 1/1, et là vous êtes en ratio 1/1, comme sur n'importe quel gros choc hémorragique, hein, finalement. Voilà. Donc au total, c'est quand même rappelé qu'une prise en charge obstétrico-anesthésique règle quand même 95% des hémorragies de la délivrance qui ne sont pas transfusées. Après, il y a les patientes qui ont besoin d'un peu de transfusion sanguine de culot parce qu'elles sont anémiques. Là. Et puis, il y a en effet une partie des patientes qui présentent des cas très très graves et dans lesquels la tendance actuelle est de renforcer sévèrement la prise en charge de l'hémostase avec de l'acide tranexamique, avec du fibrinogène et avec des PFC introduits précocement. Merci, Dr Rossignol, pour cette présentation de la prise en charge de l'hémorragie du point de vue anesthésique. Alors, on a plusieurs questions de nos auditeurs sur la question qui concerne notamment, par exemple, l'utilisation du plasma lyophilisé dans les maternités. Qu'est-ce que vous en pensez de ce produit? Est-ce que vous y avez accès? Alors, le plasma lyophilisé, juste pour dire ce que c'est du plasma en poudre. C'est ce qu'utilise l'armée dans les opérations extérieures, parce que c'est compliqué d'avoir des banques du sang au fin fond de l'Afghanistan. Et donc les militaires, dans les hôpitaux militaires à Paris, ils utilisent du plasma comme les hôpitaux civils, mais par contre en OPEX, ils ont des stocks de plasma qui reconstituent. C'est comme si vous faisiez du fibrinogène ou du PPSB, vous reconstituez le truc et vous l'avez sur place. L'avantage, c'est que c'est à température ambiante dans un tiroir. Donc ça règle en effet énormément le problème de l'accès au PFC, ce qui peut être compliqué dans les petites maternités. Un dépôt de sang, ça règle assez facilement les 3 ONEG qu'il faut passer rapidement,
Mais par contre, s'il faut commencer à faire de la transfusion massive à haut volume, c'est compliqué. Et deuxièmement, les plasmas et les plaquettes, c'est évidemment compliqué. Alors, donc, le plio, c'est intéressant dans les situations où la transfusion est logistiquement complexe. Donc, l'armée est évidemment en avance là-dessus. Il y a actuellement une étude sur le choc hémorragique extra-hospitalier qui est menée par la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, les marins-pompiers de Marseille, différents SAMU, dont le SAMU 75, où il y a un PHRC actuellement national sur la prise en charge du choc hémorragique, voir si l'introduction en extra-hospitalier de plasma, ce qui est faisable dans un camion, parce que c'est plus de la transfusion sanguine, est finalement intéressante. Et donc, les petites maternités qui ont un problème sur la transfusion sanguine, peut-être qu'en effet, c'est une des solutions d'avenir. L'autre solution concurrente, c'est l'association fibrinogène PPSB, qui n'est pas du tout une pratique en France, mais qui est une pratique dans d'autres pays européens, où ils font moins de PFC et plus de PPSB fibrinogène. Il y a des comparaisons de pays à un autre qui donnent des résultats. Bon, on n'a pas encore de vraies comparaisons randomisées. Mais donc, en effet, il y a 2-3 alternatives au PFC. Donc, il y a une discussion. Est-ce qu'il faut rapidement mettre des facteurs coagulants? Ça, c'est une discussion. Puis après, quel type de produit? Est-ce que c'est du médicament? Est-ce que c'est de la transfusion sanguine? Est-ce que c'est du mélange? Voilà, il y a plein de choses qui sont en train d'être discutées. Le second intérêt aussi également, c'est de gagner ce temps de décongélation des PFC qui parfois semble une éternité. Justement, toujours une question sur l'utilisation du PFC dans l'hémorragie postpartum. On a vu une explosion dans la littérature concernant le polytraumatisé sur l'utilisation du ratio PFC sur CG entre 0,5 et 1 pour 1. Et puis, on a senti un peu toujours comme en obstétrique rapidement les pratiques se propager à la maternité, mais sans qu'il y ait finalement de véritables preuves dans la littérature. Et toujours cette question de est-ce que les femmes enceintes et qui accouchent sont-elles vraiment comparables à un patient polytraumatisé? Donc moi j'ai assisté, je ne sais pas si toi dans ta structure tu as un peu assisté à ce phénomène qui était une espèce de dérive de tout de suite attaquer avec un ratio très élevé. Donc je trouve ça très intéressant que tu rappelles que 95% des cas des femmes qui vont être transfusées dans un contexte d'hémorragie ne recevront que des concentrés globulaires. Et donc méfiance parce que le PFC c'est quand même un produit qui a aussi des effets délétères. C'est une question qui est très intéressante parce qu'en effet, si on reprend l'historique de cette histoire-là, ça part de la guerre d'Irak avec des polytraumatisés absolument considérables qui ont 65% de mortalité dans le groupe qui reçoit passer de PFC. On est quand même très loin de l'hémorragie. Deuxièmement, c'est des chocs traumatiques. C'est du polytraum. Et on sait que les polytraumes, à l'arrivée ou des chocs, ils ont déjà une CIVD. Encore une fois, la plupart des hémorragies de la délivrance n'ont pas une CIVD d'emblée. Le problème qu'on a, nous, c'est qu'il y a une sous-catégorie de l'hémorragie de la délivrance, la CHRP, l'embolie amniotique, qui a d'emblée un choc inflammatoire et d'emblée une CIVD, et qui se rapproche d'un polytraum. Et donc la difficulté, c'est là que l'hémostase délocalisée peut être intéressant, c'est d'avoir un moyen d'identifier la dame qui finalement a une atonie utérine, qui a une hémostase normale, qui a une péri dans le dos, et que finalement il faut faire de l'obstétrique et de l'anesthésie, et de celle qui en fait d'emblée est une catastrophe. Et l'intérêt d'identifier ces patientes, ça serait de savoir dans quel cas l'anesthésiste, l'obstétricien et le nalador vont gérer, et dans quel cas il faut de la transfusion et des moyens humains. Pas seulement du fibrinogène. Ouais. Considérant cette histoire, il y a des études embêtantes parce qu'il y a des gens qui sont intéressés à des chocs hémorragiques, à des transfusions non massives, moins de 10 kg, et qu'on comparait le ratio. Plus vous mettez de PFC, plus le résultat est mauvais. Et vous avez une augmentation des complications, en particulier des SDRA, des infections, des pneumonies, proportionnelle au taux de PFC, si vous êtes dans un saignement non massif. Donc, quand l'hémorragie de la délivrance démarre, est-ce que dans une heure, vous serez à 20 kg, et auquel cas, si vous n'avez pas mis 20 PFC, c'est pas bien? Ou est-ce que finalement, dans une heure, elle sera guérie avec 3 kg, et si vous avez mis 5 PFC, vous n'avez sauvé personne, parce que vous n'étiez pas en Irak, et vous avez juste amené un médicament dont elle n'avait pas besoin. C'est ça le problème. Et donc, il faut qu'on arrive à vite savoir qu'est-ce qui se gère comme un choc hémorragique, comme un polytraum, et auquel cas on importe les règles de réanimation. L'histoire de la tension artérielle aux alentours de 9, c'est issu du polytraum. Personne ne s'est amusé à réanimer des hémorragies de délivrance à 9 ou 12 de tension. C'est une importation de nos schémas de réanimation du choc hémorragique. Mais encore faut-il savoir, sur le début de l'hémorragie de délivrance, qui va faire un choc hémorragique et qui va faire finalement une HPP. Et ça, c'est le choc index, l'hémostase, les signes d'embolie amniotique, les signes neurologiques, le débit immense du saignement. Il y a des critères qui doivent faire attention là, c'est une catastrophe, on mobilise tout, et pas celle-là. C'est là que c'est difficile en fait.
La concentration de fibrinogène avec ce seuil de 2 grammes, qui est un outil prédictif d'évolution vers une hémorragie grave. Mais tout ça, c'est vrai. Alors après, comme il y a des histoires de labo, fibrinogène, le thromboélastogramme, ce qu'on veut. Ce qui est certain, c'est qu'une patiente qui a une péridurale dans le dos, elle avait un TP à 100% probablement. Elle se met à saigner. Si au bout de 20 minutes de saignement, où elle a saigné 500 cc, elle a déjà 1 gramme de fibrinogène, ce n'est pas une hémorragie. Il y a quelque chose qui vous attaque la coagulation. Donc soit elle est choquée, elle n'a plus d'endothélium, elle a une embolie amniotique, elle a un truc comme ça. Celle-là, il faut la trouver d'emblée. Et puis si par contre elle a 100% de TP, toujours, c'est qu'elle saigne gentiment. C'est vraiment à l'hémostase, elle va permettre de séparer les patientes graves et les patientes pas graves. Alors, il y a une molécule quand même qui sort un peu du lot, où on a l'impression qu'on a quand même un niveau de preuve un peu plus intéressant, c'est l'acide tranexamique, et d'ailleurs c'est l'objet de plusieurs questions des auditeurs qui s'intéressent donc à l'utilisation de cette molécule dans l'hémorragie postpartum, et à savoir en 2018 maintenant, puisqu'en plus les publications sont postérieures à la publication des recommandations, quelle place, à quel niveau vous utilisez l'acide tranexamique dans la prise en charge et à quelle dose? Quel est votre protocole pour cette molécule? Alors, en effet, les recommandations ont été faites à un moment où on était en train d'avoir des études. Voilà. Il y avait une crainte, c'est que les études, en partie women, remettent complètement en cause les recommandations. Les recommandations, c'est de dire qu'il y a probablement une place pour l'acide tranexamique, et c'est de dire qu'en fait, il faut le mettre dans les formes graves, en gros, avec le Nalador ou en cas d'échec de Nalador. Et donc les recommandations n'ont pas voulu valider de l'acide tranexamique très précoce. Bon. Est-ce que les données récentes de la littérature changent les choses? J'en suis pas sûr. Il y a Women qui montre une baisse de mortalité, mais dans des situations complètement différentes. L'étude française disponible ne change ni la mortalité, ni l'hystérectomie, ni quoi que ce soit. Maintenant, ce qui est très intéressant quand même, c'est qu'une des raisons pour lesquelles les recommandations freinaient sur l'acide tranexamique, c'est qu'il y avait cette alerte. Il faut reconnaître que si on raisonne en bénéfice-risque, le risque a baissé. Bon, voilà. Maintenant, moi, je reste, à titre personnel, je pense que ça ne sert à rien de mettre de l'acide tranexamique à tout le monde, parce que je n'aime pas mettre des médicaments aux gens qui n'en ont pas besoin, même si les effets secondaires sont rares. Il y a un jour quelqu'un qui aura un effet secondaire et qui aurait guéri sans le médicament. C'est une question de logique. Maintenant, dans le doute, si les gens font 1 gramme d'acide tranexamique à une dame qui n'en avait pas besoin, il est clair qu'avec les résultats récents, c'est sûrement pas une catastrophe, et que par contre, oui, tout ce qui est grave d'emblée, tout ce qui saigne beaucoup, tout ce qui résiste au Nalador, tout ce qui est suspect de CIVD, oui, bien sûr, l'acide tranexamique. Mais peut-être pas à tout le monde d'emblée avant le Nalador. Voilà. Et puis avec le message de limiter la dose, parce que quand même, dans l'histoire de l'insuffisance rénale, il y a probablement un effet dose dépendant. Voilà, tout à fait. Oui. Et là, on a des doses beaucoup plus raisonnables. Puis par ailleurs, l'acide tranexamique, il est utilisé dans de la chirurgie lourde comme l'orthopédie, la chirurgie du foie, à des doses raisonnables, et on n'a pas des insuffisances rénales dans tous les coins. Donc il y avait probablement un surdosage. Oui. Donc c'est important, je pense que les auditeurs, ils attendent qu'on leur donne vraiment des doses maximales. 1 gramme renouvelable, après vous faire 1 gramme renouvelable 1 heure après, vous pouvez faire 1 gramme et 1 gramme à la seringue derrière. Voilà. En gros, on ne dépasse pas 2 grammes. Oui, voilà, c'est ça le message qui est important. Ok, il y a aussi des questions un peu sur les pratiques anesthésiques dans la prise en charge de l'hémorragie, notamment une question qui est intéressante parce que c'est un cas de figure où on n'est pas confronté quotidiennement, c'est l'anesthésie générale pour hémorragie du postpartum. Et comment donc vous utilisez notamment les halogénés? Est-ce que vous les utilisez et si oui, à quel MAC dans ce contexte? Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup là. Il y a 2 choses avec l'anogéné. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de réponses. Il y a l'histoire que c'est des médicaments qui gèrent c'est relaxant utérin quand même. Donc voilà, il faut faire attention à mettre beaucoup d'halogéné chez une dame qui a une atonie utérine. Bon, maintenant, à des doses de MAC relativement faibles, l'effet est très modeste. Voilà. Mais moi, à titre personnel, sur une hémorragie grave de utérine et qui a une atonie résistante au Nalador, je ne trouve pas logique d'introduire un médicament qui, même si ce n'est pas énorme, a l'effet inverse de ce qu'on veut. Voilà. Donc, j'aurais tendance. Deuxièmement, si la dame est en choc hémorragique, les halogénés ne sont pas très indiqués non plus. Voilà. Donc, j'aurais plutôt tendance à importer là aussi des procédures d'anesthésie du choc hémorragique. En plus, elle n'est plus enceinte, la dame. Hein. Donc, toutes les histoires de bébé, on oublie. Donc, c'est de l'anesthésie générale du choc hémorragique. D'accord. Donc, pas trop de diprivant, pas trop d'halogénés quand même. Ok, très bien. Donc c'est juste un avis personnel. Oui, bien sûr. En fait, mais une bonne anesthésie quand même. Voilà, parce que j'ai des problèmes de mémorisation. Attention aux mémorisations, mais il y a des petites doses de benzodiazépine, il y a de la kétamine, il y a d'autres médicaments qui peuvent être utilisés en choc hémorragique. Surtout pour l'induction, c'est ça. Il faut vraiment se méfier de quand on induit une anesthésie générale chez une femme qui est en train de saigner. Donc c'est là qu'on peut avoir des catastrophes.
Très bien. Vous nous avez parlé également un peu de fibrinogène concentré. Donc, on voit que c'est un sujet d'actualité et qui ne dispose pas du même niveau de preuve que l'acide tranexamique. Donc, la discussion est un peu la même. Oui. Et dans les cas graves, évidemment qu'il faut en mettre, parce que de toute façon, si vous en mettez 1,5 g de trop, ce ne sera pas très grave, et qu'il y a clairement des gens qui ont dû décéder parce qu'ils ont terminé avec des fibrinogènes à 0. Et qu'à ce moment-là, on ne pouvait plus rien faire. Donc évidemment. Maintenant, la question, donc oui, quand ça saigne beaucoup, il faut mettre du fibrinogène assez vite. En plus, les PFC n'en apportent pas une quantité énorme. Alors, comme on met des PFC très vite, on en apporte plus qu'avant, évidemment. Beaucoup d'études rétrospectives sont à un moment où on faisait peu de PFC. Donc on avait des hypofibrinogémies profondes. Donc la seule façon, c'est d'en apporter. Maintenant qu'on fait plus de PFC, on en amène un peu. Mais on en amène peu. La question actuelle, c'est de savoir, est-ce qu'il faut le mettre très précocement, dès que ça saigne. Voilà. Oui. On ne sait pas. Il y a une étude de FIB-HPP qui est négative, qui montre que quand on fait du fibrinogène très tôt, ça ne change absolument rien, mais probablement parce que soit ça ne change rien, soit parce que la plupart de ces patientes auraient guéri avec ou sans. Donc forcément, le petit groupe de patientes qu'on aurait bénéficié est faible, donc il y a un manque de puissance. Et puis il y a une autre étude qui s'appelle FIDEL qui est en cours et qui évolue ça, fibrinogène versus pas de fibrinogène à la phase initiale, et qui est en cours. Je n'ai pas de résultat. C'est important de rappeler aussi qu'il y a une question de coût parce que c'est pas exactement le même prix. L'acide tranexamique. Voilà. Donc, faut faire. Je pense que, en plus, le risque c'est que chaque médicament en soi soit pas très dangereux. 1 gramme de fibrinogène, 1 gramme d'hexacide, 3 PFC en trop. Mais à force de mettre du PFC, de l'hexacide, du fibrinogène à tout le monde, on peut avoir une cumulation d'effets qu'on n'a pas évalués. Donc, encore une fois, ne soyons pas en retard. Mais voilà, gardons un peu de raison quand même. Moi, je milite pour une prescription éclairée du fibrinogène, hein, franchement. Hein, parce que je pense qu'on a eu une dérive de par la disponibilité de ce produit et de la crainte de cette CIVD qui, finalement, tu as raison, elle est pas du tout si fréquente en obstétrique. Hein, elle est souvent secondaire ou liée à une cause rare. Et donc, je pense que pour ça, les outils de monitorage vont vraiment nous aider à faire une juste prescription du fibrinogène. Je pense que c'est la problématique actuelle. En plus, comme il y a eu des pertes de temps, toi tu avais fait une étude assez jolie qui montrait que sur une quarantaine de décès par hémorragie livrance, la médiane d'arrivée du premier culot était 1h30. Oui. Alors, on comprend bien que là, quand il faut 1h30 déjà pour avoir 1 culot sur une dame qui saigne, là, il y a un problème. Bah oui. Mais du coup, on a organisé, et c'est très bien, des kits HPP, des chariots HPP, mais qui fait que du coup, le fibrinogène est rangé à côté du diprivant. Et du coup, ça entraîne forcément, comme il n'y a pas de vérification de groupe, voilà, ça entraîne forcément une petite excès de consommation. Donc là, on essaie d'affiner. On a une question de nos auditeurs aussi sur l'administration de fibrinogène et qui demande s'il faut attendre de recevoir, d'obtenir le résultat du dosage ou est-ce qu'on peut l'administrer à l'aveugle. Et peut-être la réponse est utiliser le Rotem aussi. On peut, voilà. Si vous avez une hémostase délocalisée, visiblement, c'est pas mal. Si vous n'avez pas d'hémostase délocalisée, si vous avez des critères de gravité, des volumes importants, de saignements incoagulables, d'arguments pour une embolie amniotique, je pense que le bénéfice-risque est en faveur de passer du fibrinogène avant d'avoir des résultats d'hémostase qui peuvent mettre 1h30 à arriver. Puis on peut aussi poser le tube sur la paillasse et regarder le temps de formation du caillot. Voilà, revenons à la clinique, revenons à la pratique. Merci beaucoup à nos 4 intervenants pour cette session sur l'hémorragie postpartum qui a été très enrichissante. Et donc nous vous souhaitons tous un bon congrès ISFAR qui ne fait que commencer. Bonne journée à tous.